Bonjour, Dr. Gold. Vous êtes l'un des fondateurs de America's Frontline Doctors et nous sommes vraiment heureux de vous recevoir dans cette émission. Pour les lecteurs et téléspectateurs de France Soir, nous allons réaliser l'interview en anglais et nous la traduirons. L'AFLDS s'est en fait énormément développé, Dr. Gold. Qu'est-ce qui a déclenché ce succès? Je vous remercie. Je veux juste vous remercier, vous et France Soir, d'être toujours à l'avant-garde de la vérité. Vous êtes l'un des premiers journaux vers lesquels je me suis tournée au début, quand j'ai commencé. Merci beaucoup d'être des guerriers de la vérité. Comme vous le savez, je suis un médecin urgentiste certifié. Je travaillais en première ligne lorsque j'ai été exposée à de nombreux mensonges. Mon propre gouvernement me disait que les traitements précoces ne fonctionnaient pas, alors qu'il était évident que si. J'ai lu les articles du Dr Raoult et les expériences du Dr Zelenko, etc. Alors nous, les médecins, avons pris la parole et c'est ce qui a formé America's Frontline Doctors. Et notre organisation a fait le tour du monde, parce que nous nous sommes tenus sur les marches de la Cour suprême et nous avons fait 20 millions de vues. Et nous avons été très rapidement censurés par Big Tech et les médias sociaux. Mais en réalité, ce que ça a fait, Xavier, ça nous a propulsés pour être encore plus grands. Je suis heureuse de vous dire qu'il y a plus de 700 000 personnes qui ont rejoint America's Frontline Doctors et plusieurs milliers de médecins. Et nous passons notre temps à apporter la vérité au peuple américain et au peuple du monde entier. Nous comprenons que l'Amérique est vraiment un phare pour la liberté à travers le monde. Donc, si vous allez sur americasfrontlinedoctor.org, vous trouverez une mine d'informations. Il y a les informations scientifiques sur les traitements précoces qui fonctionnent, sur les vaccins qui sont encore au stade expérimental. Mais ce sur quoi nous nous concentrons vraiment, c'est de donner aux citoyens les moyens de combattre et de se défendre dans leur propre vie. Nous voyons, du moins en Amérique et aussi en Europe, d'énormes empiètements sur la liberté, des choses qui étaient considérées comme des droits de l'homme inaliénables, comme le fait de ne pas être obligé de prendre un médicament. C'est juste une des lignes de base écrites dans le Code de Nuremberg. Maintenant, nous voyons que cela est menacé. Nous donnons aux gens les moyens de se défendre. Nous le faisons à travers notre section de ressources légales sur le site web. L'autre chose dans laquelle nous sommes vraiment impliqués est le mouvement citoyen. Nous avons donc Citizen Corps. Si vous êtes un citoyen moyen et que vous êtes à l'école, par exemple, et que l'on vous demande de porter un masque, ou votre mère, vos enfants sont obligés de porter un masque, nous donnons toutes les informations sur notre site pour vous donner les moyens de faire pression sur les personnes de votre entourage qui forcent des choses que nous savons être contraires à nos droits inaliénables. C'est ce sur quoi nous travaillons depuis de nombreux mois. Et donc, America's Frontline Doctors, vous êtes presque un média, si vous fournissez toutes ces informations ou une nouvelle forme de média. Donc, on nous a demandé encore et encore comment savoir la vérité. Je veux dire, c'est incroyablement difficile pour les gens. Nous apportons de vraies nouvelles, parce que les gens ont besoin de savoir où ils peuvent trouver la vérité. americasfrontlinedoctors.org est soutenu par des petites donations de personnes du monde entier. Nous ne prenons pas l'argent du gouvernement, nous ne prenons pas l'argent des grandes entreprises pharmaceutiques. Nous sommes des médecins bénévoles, et nous apportons la vérité aux gens pour qu'ils puissent se battre en leur propre nom. Très bien. Et peut-être c'est important pour les Français de comprendre ce que fait votre association, mais aussi quelle est la situation aux États-Unis en ce moment. Si vous pouviez juste dresser un portrait de la situation. Bien sûr, nous avons vu qu'il y a eu un changement de président, mais y a-t-il eu des changements dans les politiques gouvernementales ou dans les politiques des États concernant la santé et ce dont vous venez de parler, à savoir la liberté des individus? Nous assistons donc à une terrible détérioration, vraiment, de la liberté en Amérique, telle qu'elle était inconcevable pour moi en tant qu'Américaine, il y a seulement un an. Donc, quand Joe Biden a pris le poste, il a institué l'obligation, par exemple, de porter un masque dans tous les avions et les aéroports. C'est un choix qui était laissé à chaque compagnie aérienne avant lui. Et le Dr Fauci qui dit que 2 masques sont mieux qu'un masque, et toutes sortes de choses non scientifiques, mais elles sont imposées au peuple américain. Donc, au lieu de réduire la peur, cela a en fait augmenté la peur. Nous avons vu une censure continue des informations concernant les traitements précoces qui, nous le savons, fonctionnent.
Facebook, comme vous le savez probablement, a fait marche arrière en janvier et a dit qu'il n'aurait pas dû censurer les personnes qui s'exprimaient en faveur d'un traitement précoce comme l'hydroxychloroquine. Peut-être que vous ne le savez pas. Ils ont effectivement dit ça. Malgré cela, ils continuent de censurer, Twitter continue de censurer. Nous avons eu une collègue, une médecin, une scientifique, dont le compte Twitter a été banni de façon permanente parce qu'elle parlait de traitements précoces et du fait que certaines personnes qui font le vaccin deviennent séropositifs à leur test. Elle a été complètement bannie de Twitter. La censure est donc incroyable. Je pense que la censure a empiré. C'est assez alarmant. Et pour les gens à travers le monde, en France, en Europe, je sais que vous savez que si l'Amérique perd sa liberté, c'est pire pour les gens à travers le monde. Oui, tout à fait. En ce qui concerne les différences entre les États, nous avons vu que certains États américains ont levé certaines des mesures de distanciation sociale, au motif que, par exemple, une étude de l'université de Stanford a démontré que les mesures de confinement ou certaines mesures de confinement n'avaient pas l'effet espéré. Nous venons de voir récemment une autre étude sur les masques. Il y a donc des États qui considèrent la science de la bonne manière. Comment expliquez-vous cela, ce déséquilibre? Vous savez, il y a une telle différence entre les deux groupes. Il y en a un qui semble prendre les bonnes décisions, qui regarde la science objectivement, et d'autres qui sont tellement influencés. C'est une excellente question de savoir pourquoi certains dirigeants prennent de bonnes décisions et d'autres de mauvaises. Je pense que c'est une combinaison d'ego, de la personne qui est au pouvoir et de la volonté d'écouter, plus que tout. J'ai eu le plaisir de demander au gouverneur Kristi Noem du grand État du Dakota du Sud pourquoi elle n'a pas suivi la voie des restrictions que beaucoup d'autres gouverneurs ont suivies. Et elle a littéralement répondu: eh bien, j'ai regardé la loi et j'ai consulté mes conseillers juridiques et je n'avais pas l'autorité légale pour fermer l'État et les entreprises. En d'autres termes, elle a réellement regardé les règles. Il y a donc peu de dirigeants qui font cela. Et plus ils tiennent tête, plus ils incitent les autres à tenir tête. Pour un exemple spécifique, le gouverneur DeSantis, en Floride, a été le leader sur ce sujet. Et il a refusé beaucoup des mesures de confinement sévères. Mais quand il fait ça, les autres suivent. Ainsi, le gouverneur Abbott a également suivi, puis le gouverneur Noem, et ensuite le gouverneur du Montana a suivi. Donc, un bon leader fort peut faire une énorme différence. Mais il y en a très peu. Et lorsqu'il s'agit de la lutte que vous menez actuellement en faveur de la liberté, du droit à une information correcte, comment l'appliquer à la campagne de vaccination que vous menez, qui est en pleine effervescence? Je rappelle donc à tout le monde qu'en plus d'être un médecin urgentiste diplômé, j'ai également fréquenté la faculté de droit de l'université de Stanford et je suis également avocate. Je suis donc incroyablement préoccupée par l'illégalité de ce qu'il se passe. Si vous voulez vous inscrire à un essai médical, c'est tout à fait normal et vous devez obtenir un consentement éclairé. C'est un principe bien établi depuis des décennies. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. L'écrasante majorité des personnes qui s'inscrivent pour recevoir ces vaccins n'ont en fait aucune idée du fait qu'ils ne sont pas autorisés, qu'ils sont simplement autorisés en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence. Ils ne savent pas qu'ils sont encore en phase d'essai médical jusqu'à la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023. Ils ne sont pas au courant, ce qui implique que le consentement éclairé n'a pas lieu, alors que c'est une exigence absolue de la loi fédérale et de toutes les lois des États. Donc, notre préoccupation numéro 1 est que les gens devraient aller volontairement donner leur consentement éclairé s'ils veulent participer et obtenir ce vaccin. Si c'est votre décision, c'est votre décision. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons également que ce qu'il se passe, même au cours de la dernière semaine ou des 2 dernières semaines, c'est que les universités sautent toutes dans le même navire en perdition de ne pas obtenir ce consentement éclairé. L'université du Maryland, l'université de Caroline du Nord, l'université de Rutgers, la Californie, elles ont toutes l'intention d'exiger que les étudiants et le personnel soient vaccinés. Je maintiens que c'est complètement illégal. Vous ne pouvez pas rendre obligatoire quelque chose qui est un médicament expérimental. C'est clairement contre la loi fédérale, contre la loi des États, contre le code de Nuremberg, contre la déclaration d'Helsinki. Nous avons donc l'intention d'intenter un procès. C'est en fait notre objectif.
Lorsque vous regardez d'un point de vue médical, c'est juste ma contribution en tant que médecin, vous devez vous demander, est-ce que la balance bénéfice-risque est en ma faveur? Afin de le savoir, vous devriez regarder la mortalité ou la probabilité de survivre au SARS-CoV-2. Si vous avez moins de 20 ans, le risque de décès est pratiquement nul. En dessous de 50 ans, le risque de décès est également pratiquement nul. Quand vous avez plus de 50 ans, jusqu'à 70 ans, pour le CDC, les chances de survivre sans aucun traitement sont de 99,5%. Et bien sûr, si vous prenez un traitement précoce, elle est plus élevée. Au-delà de 70 ans, les chances de survie sans traitement, selon le CDC, sont de presque 95%. Et avec un traitement précoce, c'est encore plus élevé jusqu'à 100%. Vous devez vous demander si cela a du sens de prendre un médicament expérimental alors qu'il y a des traitements sûrs et efficaces et que le SARS-CoV-2 n'est pas une grande menace pour vous personnellement. Vous devez prendre une décision indépendamment de toute contrainte. Et nous sommes très préoccupés par la contrainte.